Bon, merci d'être venu. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier exposé sur le lien entre chromovite et la géométrie algébrique dérivée. Donc, aujourd'hui, on va parler de... D'abord, on commence par finir l'exposé de la semaine dernière. On va parler du lien entre les structures quasi-lisses et la notion classique d'intersection complète. Et aussi, on va parler des théories d'obstruction au sens de Behrend et Fantecchi. Donc ça, c'était pas partie 1. Partie 2, je vais essayer d'expliquer finalement les résultats qu'on a avec Etienne Mann. Donc, et donc ici, on va parler de la géométrie des correspondances et la récurrence des Quanterich. Et finalement, donc ici, j'espère passer la plupart du temps à parler de ça. Et à la fin, je veux parler des comparaisons des faisceaux virtuels. Donc c'est ça le plan pour l'exposer aujourd'hui. Donc ici, comparaison des vaisseaux virtuels, je veux dire qu'il a un faisceau virtuel qui vient, donc je rappelle on a un champ, on a construit un champ dérivé d'application stable, et donc on a une partie classique c'est un champ d'alignement fort au sens usuel. Et donc, en fait, on va voir que le faisceau virtuel de cet objet induit... le faisceau structurel de cet objet induit un faisceau virtuel sur l'objet classique. Mais en fait, il y a d'autres façons de construire des faisceaux virtuels et on va essayer de les comparer. Donc, en particulier, la façon à la Behrend et Fantecchi. Donc il y a deux façons de produire des faisceaux virtuels et il y a un argument pour dire que finalement ce sont les mêmes. Donc voilà, donc je commence par expliquer le lien de entre la notion de géométrique d'intersection complète et la notion classique, et le phénomène de quasi-licité. Donc, je rappelle qu'on a montré la semaine dernière donc, que le complexe cotangent est concentré en 2 degrés. D'accord ? C'est ça la définition qu'on a donnée de quasi-licité. Bon, voilà, donc là, on va donner d'autres exemples géométriques où aussi le complexe cotangent est concentré en degrés moins 1 et 0. Donc, on commence par on prend un anneau commutatif.
Et je rappelle que une suite régulière, donc c'est un exercice qu'on va faire ici, mais qui montre bien l'importance de cette notion. Donc, je rappelle qu'une suite régulière dans R, c'est une suite d'éléments F1, Fn dans R, tel que chaque Fi n'est pas un diviseur de 0 dans l'équation par les Fi précédents. Et donc, on dit qu'un morphisme d'anneau surjective. On dit qu'un morphisme est une intersection complète. Si son noyau ker de phi est engendré par une suite régulière. Voilà. Et on dit aussi que le morphisme est localement une intersection complète si à chaque point, pour chaque idioprémie de R', la localisée est un morphisme d'intersection complète. Et donc, voilà. Donc, si on a F, R, un anneau avec F1, Fn, une suite régulière, alors on peut construire son complexe de Koszul qui est le complexe qu'on va écrire comme ça, Fn, donné par le produit tensorial des complexes Kr de Koszul de chacun des éléments. Où KRF, I, c'est le complexe donné par multiplication par Fi, R en degré-1, R en degré 0 et 0. Voilà. Donc, et c'est bien connu aussi que si on a R avec F1, Fn suite régulier, alors le complexe de Koszul, on a un morphisme canonique dans R' où R' c'est quotient par l'idéal engendré par F1 Fn, et le morphisme canonique est une résolution. Donc, en fait, une résolution semi-libre. Donc, on peut donner un sens, je vais donner un exemple géométrique et montrer pourquoi on espère qu'un morphisme comme ça soit quasi lisse. Donc, c'est ça qu'on va essayer de montrer. C'est ça. Oui, d'accord. F1, Fn. Oui, oui. Ah, ça. Non. Par définition. Oui. S'il existe, oui, oui. Oui, oui, s'il existe. Donc, en fait, on va voir un exemple géométrique. Et
suggère, qui va nous expliquer en fait pourquoi le complexe cotangent relatif d'un morphisme d'intersection complète est quasi lisse, c'est-à-dire concentré en 2 degrés. Donc on prend de R l'algèbre de polynômes et on prend de R'. En fait, juste changer ici l'index. Ici, c'est K, pas N. K partout, sinon je vais me tromper avec mes notes. Enfin, FK. Donc, ici, N. Et ici, quotient par une suite régulière. Donc, l'idée, c'est qu'on peut voir la donnée des FI. La donnée des FI est équivalente à la donnée des morphismes d'algèbre libre dans R. Et si on prend une résolution standard, on obtient KR F1, en fait FI, c'est bien C tensoriseur dérivé sur R, c'était R. Et ça, c'est bien le complexe, une résolution de C sur CT, c'est bien le complexe donné par multiplication par T. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'un diagramme comme ça, on peut le voir comme un diagramme comme ça. Donc, la donnée de F1, Fk, ça correspond par cette traduction ici à un morphisme entre AN et AK. Et finalement, la donnée de R', ça correspond à prendre, ici on va écrire le point c'est spec C, à produit fibré sur 0. Et ici, parce qu'on a une suite régulière, c'est bien le spectre d'un schéma dérivé. C'est le schéma dérivé affine correspondant au complexe de Koszul donné par la suite régulière. Donc en fait, si on a la donnée d'une suite régulière, on a un carré cartésien de schéma qui est aussi un carré cartésien de schéma dérivé. Donc, voilà, donc ça on appelle F. Ici, je vais écrire I0 pour noter l'inclusion. Ici, I. Et le morphisme I, c'est le même morphisme, c'est le spectre de morphisme qui va de R dans I', phi. D'accord? Et donc là, on va décrire, avec les propriétés de complexe cotangent qu'on a montré la semaine dernière, on va être capable de décrire le complexe cotangent de cet morphisme. Par les résultats qu'on a vus la semaine dernière, on obtient, par la propriété universelle, on obtient un isomorphisme canonique entre, donc on appelle ça
P entre le complexe cotangent de I relatif et le complexe, le tir en arrière du complexe cotangent de I0. Donc, pour calculer le complexe cotangent de I, il suffit maintenant de calculer le complexe cotangent de I0. L'inclusion de 0 dans AK. Donc, pour calculer le complexe cotangent de I0, on a une suite un triangle distingué entre le complexe cotangent. Donc, tous ces diagrammes-là visent sur C. D'accord? Donc, on a un triangle distingué entre le tir en arrière du complexe cotangent de AK sur C, c'est-à-dire on est en train de calculer le complexe cotangent de cette composé de morphisme. On a le complexe cotangent de C sur C, un point sur le point, et finalement le complexe cotangent de I0. Mais ça, c'est 0. On travaille sur C. Et ici, le complexe cotangent de C sur C, ça fait CK. Parce que c'est lisse sur C, AK. Donc là, on obtient une suite de fibrations. Donc ici, on obtient CK. Donc on obtient que le complexe cotangent de I0, c'est bien CK. Mais comme on a un triangle distingué, décalé de 1. Donc voilà. Donc, en même temps, on peut appliquer les mêmes résultats au morphisme qui est ici, I. Donc on applique aussi la séquence pour I. Et on obtient que le tir en arrière du complexe cotangent de AN sur C, on obtient un morphisme vers L de R' sur C, et finalement L de où est-ce que I0. C'est là que je me trompe. Non, c'est ça, voilà. Là, maintenant, on sait que... Excusez-moi. Ah oui, pardon, excusez-moi. L de I. Et donc là, on vient de montrer, c'est bien CK décalé de 1. Et ici, on obtient CN. Aussi parce que AN est lisse sur C. Et donc finalement, on obtient que le complexe cotangent de R' sur C est donné par le complexe zéro CK en degré moins 1. Ici Cn en degré 0. Et ici, on obtient l'image inverse par la différentielle de f. Donc c'est ça le complexe cotangent qui est bien concentré en 2 degrés. C'est-à-dire, c'est l'image inverse se tire en arrière par rapport à f. Donc on obtient quelque chose qui est vraiment concentré en 2 degrés. D'accord? C'est ça la raison géométrique pour le fait que ça va être quasi lisse. Et donc en fait, on a un théorème. Donc ça, c'est juste un exemple pour donner une intuition pour ce théorème. Donc le théorème, c'est que c'est R, dans R' est surjective localement l'intersection finie, l'intersection complète, excusez-moi. Alors, R' est quasi lisse. Dans le sens où son complexe cotangent va être concentré en degré moins 1 et 0. Et la réciproque est aussi vraie.
Et c'est là que c'est un vrai théorème. C'est un théorème de Cullen et Avramov qui nous dit qu'en fait, et ça utilise la suite spectrale d'un Herculéen pour le complexe cotangent, qui nous dit que si l'intersection dérivée est quasi lisse, alors le morphisme est un morphisme localement d'intersection complète. D'accord? Donc cette notion de quasi-licité, ça récupère complètement la notion d'intersection complète. Donc c'était ça le but de cet petit exemple, c'est juste pour expliquer pourquoi on espère, pourquoi on a ces résultats-là. Et donc voilà, donc maintenant je vais essayer de... Donc voilà, c'est fini l'exemple. Et là je vais juste faire le lien entre cette notion de quasi-licité et la notion de théorie d'obstruction introduite par Behrend et par Fantecchi. Donc, je veux juste peut-être dire une deuxième fois, et peut-être l'écrire. Le fait suivant. Donc, le problème, c'est toujours le suivant. Supposons qu'on a X, un objet dérivé. Donc, on a toujours une partie classique sous-jacente. Et l'idée, c'est que... Donc, on va voir comment, à la fin de l'exposé, comment le faisceau structural de X donne une notion de faisceau virtuel sur X0. Mais on a aussi une autre façon de récupérer le faisceau X0 à partir, si on part du complexe cotangent de X. Donc en fait, si on appelle I, on va appeler ça T, excusez-moi, l'inclusion canonique, donc ça c'est toujours une immersion fermée, c'est un théorème. Alors, on a toujours une suite exacte des complexes cotangents. On a le tir en arrière de complexe cotangent de X, le complexe cotangent de X0 et le complexe relatif. C'est une suite exacte, un triangle, dans la catégorie dérivée de X0, l'équivalent de X0. Et donc l'idée, c'est que, supposons qu'on n'a pas un formalisme de géométrie dérivée, d'accord? Donc supposons que tout ça, on ne le voit pas. Est-ce qu'on peut espérer de quand même récupérer des informations dérivées sur X0? Et l'idée de Behrend de Fantecchi, c'est de généraliser cette idée et considérer des morphismes en général d'un complexe parfait vers X0 qui simule l'existence d'un complexe cotangent d'une potentielle structure dérivée. Et donc l'idée d'une théorie d'obstruction, c'est là, donc définition. Soit F0 un champ d'éléments Ford au sens classique. Une théorie d'obstruction sur F0, elle a donné d'un morphisme E dans un complexe cotangent d'F0,
dans la catégorie dérivée des cohérents, des quasi-cohérents. Avec les propriétés suivantes. D'abord, on demande la cohomologie du complexe soit 0 pour tout i plus grand que 1, égal à 1. Donc, je viens de dire, on va essayer que ça simule l'existence d'un complexe cotangent. Donc, le complexe cotangent, c'est quelque chose qui est quasi lisse. Donc, le complexe cotangent, bon, de toute façon, pour un schéma, c'est toujours 0 de la partie positive. Donc, c'est ça qu'on va simuler ici. Après, les HI sont cohérents pour I égale à 0 et moins 1. 3. Voilà, c'est là qu'on demande que le morphisme, donc on va appeler ce morphisme phi, on demande que H0 de phi, c'est-à-dire le morphisme induit au niveau 0 d'une cohomologie, est un isomorphisme. Et 4, on demande aussi que le H1, H-1 de phi est surjectif. Donc voilà. Donc on dit que la théorie d'abstraction est parfaite si E est d'amplitude moins 1, 0. Par amplitude. Donc, la remarque importante, c'est qu'on peut construire. Donc, c'est là qu'on va avoir un problème à comparer, c'est qu'on peut, avec la donnée d'une théorie d'abstraction, on peut toujours construire des faisceaux virtuels. D'accord ? Et voilà. Donc, le résultat maintenant à la proposition à retenir, c'est un résultat de Torren, Bezzolti et Schurg. C'est que ce F est un schéma, un champ d'alignement fort de dérivé. Alors, le morphisme canonique qui vient du tir en arrière du complexe cotangent donne bien une théorie d'abstraction dans ce sens-là. Pardon. Parfait. Et pourquoi ça c'est vrai? Donc j'explique un résultat. Donc dire que ça c'est une théorie d'obstruction, ça revient à dire qu'ici on a quelque chose qui est concentré, qu'il y a un isomorphisme au niveau 0, surjectif au niveau 1, moins 1, et qu'en plus il n'a pas de cohomologie, voilà, parfait, ça veut dire qu'elle est concentrée on dirait moins 1 et 0. Et la raison pour cette pour ça, c'est un théorème. Et là, je vais mentionner, c'est Louri Torren Bezzolti, que dit qu'en fait, si on a A, un CDGA sur C, et que si on est concentré en degré cohomologique négative,
Pardon. D'accord? Et on a toujours un morphisme de A dans H0 de A. D'accord? Et le théorème dit que le complexe cotangent, alors, le complexe cotangent relatif, c'est-à-dire de H0 de A sur A, est d'amplitude entre moins infini et moins 2. D'accord? Donc le complexe cotangent relatif de la truncation, c'est toujours d'amplitude négative jusqu'à moins 2. Et donc ça implique directement le théorème. D'accord? On fait ça par localement et on a ce résultat. Et la preuve, ça vient d'un résultat plus général que je ne vais peut-être pas écrire ici, mais un autre corollaire de ce théorème, c'est que si on a un champ dérivé et là-dedans la partie classique, et si le morphisme d'inclusion est quasi lisse, ça implique que, c'est-à-dire si T, alors T, je veux dire le morphisme d'inclusion, est quasi lisse, alors T est une équivalence. D'accord? C'est-à-dire que la structure dérivée est triviale. Voilà. Donc, ce résultat-là dit qu'à chaque fois qu'on a un enrichissement dérivé, on a de façon canonique une théorie d'obstruction. Donc, maintenant, je vais essayer de changer un petit peu de sujet. Donc, on garde ça. À la fin, on va essayer de... Finalement, on va avoir un enrichissement dérivé de champ de courbe stable et on va avoir besoin de comparer la théorie qui provient de la structure dérivée avec la théorie qui provient de la théorie de l'obstruction induite, c'est-à-dire de cette théorie-là. D'accord? Mais pour l'instant, je vais essayer d'expliquer les résultats qu'on a obtenus avec Etienne Mann et que... Oui? Non, la preuve du théorème, c'est de montrer que si tu as un morphisme de A vers B qui soit n connective, alors il existe aussi un morphisme, tu peux construire un morphisme de B tenseur A vers la cofibre, B tenseur la cofibre sur A, qui va dans le complexe, qui a 2 n connectives. Et ça utilise pas mal l'harmonie spectrale. C'est un vrai tour de suite spectrale. Ok. Voilà. Donc, tu as des notes en ligne très, très bien écrites. Bon, tu as d'abord Algebra où Louis montre ça. Et tu as aussi des notes qui essaient de partir de la prof de façon plus élémentaire. Les notes de Mauro et Porta et Gabriel Vezzotti, où ils font ça très, très. Et c'est un résultat de Louis. Donc à la fin de l'exposé, je reviens sur ce sujet et je vais essayer d'expliquer. Donc, je vais peut-être garder ici, dans le coin, je vais garder 2 choses. C'est qu'on va avoir F, un champ dérivé. On a F0, sa partie classique. Donc, on suppose la donnée d'un enrichissement dérivé de F0. Et en même temps, par les résultats qu'on vient de discuter, on va avoir une théorie d'obstruction
donné par le tir en arrière du complexe cotangent relatif. À la fin, on va comparer deux classes virtuelles, faisceau virtuel sur F0. Chacun de... il faut montrer que ces diagrammes commutent, finalement. Donc, maintenant, j'explique le résultat avec Etienne. Donc, partie 2. Donc, il y a deux genres de résultats à prouver. D'abord, il faut montrer que la théorie, et c'est deux genres de problèmes indépendants, il faut montrer que la géométrie dérivée donne les théories des faisceaux virtuels qu'on connaît depuis Behrens-Fontecchi. En même temps, il faut expliquer que toutes les propriétés des invariants de Gromov-Witten viennent de la géométrie dérivée, c'est-à-dire tous les aspects de récurrence qu'on voit dans la formule de Kontsevich, on va le voir aussi au niveau de la géométrie dérivée, et on va le voir comme des phénomènes de géométrie dérivée. Donc là, on va parler de géométrie dérivée, correspondance, et la récurrence de Kontsevich. Voilà. Donc, je rappelle que le problème initial, on a discuté un petit peu dans la première séance, ça a été que les champs d'application stable n'est pas lisse. Et donc, on avait besoin de corriger sa classe fondamentale et par une sorte de miracle, on arrive à construire des classes qu'on va appeler I virtuelles dans le groupe de Shaw de MGN qui corrige le produit d'intersection et donne bien le nombre qu'on attend. Et donc le nombre de Gromov-Witten sont les nombres d'intersection donnés par la classe virtuelle, induite par les classes virtuelles. C'est-à-dire que si on a gamma 1, gamma n, donc on va définir un produit d'intersection dans la cohomologie. Donc il faut, si on commence avec des classes gamma 1, gamma n, on va définir le produit d'intersection en utilisant cette correction de la classe fondamentale. On va définir I Gn bêta de gamma 1, gamma n, de la façon suivante. Donc on va fixer ce diagramme-là peut-être pour la fin de l'exposé. Donc on a d'un côté, on a Xn, de l'autre côté, on a les champs des courbes stables. Et ici, on a le champ d'application stable
les morphismes d'évaluation et le morphisme qui a une application stable f de c x1 xn dont x associe la stabilisation de la courbe. Si la courbe est déjà stable, donc c'est juste C. Essentiellement, on oublie la courbe O, on va éliminer, contracter toutes les parties qui ne sont pas stables. Et donc le produit d'intercession, ce n'est pas le produit d'intercession directement donné par ce diagramme, c'est-à-dire pullback, push forward. Ça va être une modification par la classe virtuelle. Donc ça va être donné par cette formule. Donc, si la classe fondamentale était bien la classe virtuelle, alors cette partie-là, on ne la voit pas. Et donc, ce serait simplement le produit d'intercession usuel qu'on connaît bien en cohomologie. Mais effectivement, il faut changer cette définition. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment les nombres de Gromov-Witten, bon, ça, ce n'est pas des nombres, c'est des classes de Gromov-Witten, après, il faut les intégrer. Mais les classes de Gromov-Witten vérifient déjà tous les aspects de récurrence qu'on a remarqués dans la formule de Kontsevich. Donc aujourd'hui, on va voir que la formule de Kontsevich elle est liée au fait que le système de classe virtuelle, pour tout G, N et bêta, est compatible avec les opérations de récollement de courbes. C'est-à-dire, je rappelle qu'on a des applications. Donc, l'idée, c'est que si on commence avec une courbe stable avec n points marqués, ici, et genre G1, bon, c'est pas un très bon dessin, mais bon, on fait comme ça. G1, et ici, des courbes stables de genre G2, alors on obtient une courbe de genre G1 plus G2, N1 plus N2 moins 2, pardon, en prenant le récollement des deux courbes. Ici, on prend le dernier point marqué, et ici, on prend le premier point marqué, donc on récolle. Et donc, on obtient une courbe qui a G1 plus G2 de genre et N1 plus N2 moins 2 points marqués parce qu'on a identifié les deux points marqués. Et donc l'idée, c'est que tous les aspects de récursivité de la formule de Kontsevich sont cachés dans le fait que ce système de classe, il est compatible avec ces opérations de récollement. Donc plus précisément, Kontsevich et Malin ont remarqué un axiome, on va dire un principe, qui s'appelle le splitting axiom, que dit la chose suivante, que dit que, donc on appelle ça phi, donc la classe, si on intègre, si on fait le produit d'intercession avec n
plus N1 plus M2 points, on arrive dans la cohomologie de cet espace. Donc on va avoir un objet ici. Un élément de la cohomologie. Donné par gamma 1, gamma n plus n1 plus n2 moins 2. Donc ça vit dans la cohomologie de cet espace. Donc on peut prendre son tir en arrière. Et l'axiome dit que ce tir en arrière est égal à la somme pour toutes les partitions de bêta et pour toutes les façons de décomposer N1 plus N2 moins 2 points. Là, je vais écrire simplement IG. Donc, on va avoir ici la somme pour tous les IG1 N1 bêta 1. Ici, les produits, il faut permuter les gamma I. Tenseur delta I, G, I, G. Là, on va voir G2, N2, bêta 2, tenseur gamma G. Donc là, on peut faire toutes les permutations de tous les gamma I qu'on a mis ici. Tenseur delta G. Et l'élément delta I, tenseur delta G, GIG, ça correspond à la classe des diagonales dans XX. Donc c'est ça la formule de Kontsevich et Manin, c'est un des axiomes. Une des façons de cacher la récursivité, c'est de dire que pour calculer les invariants, il suffit d'abord de calculer les invariants pour n points et après pour n points, et donc on obtient cette formule. Voilà. Donc en fait, maintenant j'essaie d'expliquer ce que ça veut dire cette formule. Pour ça, j'ai besoin d'effacer. Donc ici, on a des opérations. On vient de dire qu'un des axiomes, une façon de cacher la récurrence, c'est de dire que ces opérations sont compatibles avec le récollement de courbes. Et on a aussi certaines autres propriétés de récollement de courbes. De récollement de courbes. Voilà, ici, un phénomène de associativité. On va voir aussi dans les formules qu'en fait, ça veut dire que si on commence avec une courbe de genre G1 et avec un point, et on récolle N2, et on fait aussi un troisième récollement, T3 et N3. Donc ici, je vais écrire peut-être phi. Je vais écrire phi pour tous. Donc ici, on va avoir identité fois le récollement. Donc ici, on va avoir MG1, N. Et on fait le récollement des deux autres derniers composants. Et maintenant, on pourrait
faire le récollement de 2. Pardon, mon 4. Et là, on obtient, on peut faire la même chose de l'autre côté, donc on obtient et après le récollement, et ça commute. Et donc en fait, on va voir aussi les compatibilités de ces opérations avec la successivité des récollements de courbes. Et donc en fait, l'idée c'est que cette structure-là, c'est pas la structure qu'on voit ici, c'est pas, on peut l'isoler et ça fait partie de genre de structure qu'on connaît très bien. Et le genre de structure qu'on voit ici apparaître, c'est la notion d'algèbre sur une opérade, parce que les opérations de récollement donnent, donc on équipe la famille des courbes MGN bar avec toute cette famille d'opérations et ça donne, avec toutes ces axiomes de compatibilité qu'on a ici et aussi avec l'axiome de groupe symétrique parce qu'on peut changer l'ordre des points et que ça donne bien le fait que la collection des MGN plus des opérations phi, ça forme une opérade. Une opérade. Dans l'échange. D'accord donc, je ne vais pas rappeler vraiment la définition de l'opérade en général. Je vais juste rappeler que si on a une opérade, on va parler des algèbres sur une opérade. On pense en opérade comme une sorte d'algèbre généralisée. On a tous ces genres d'opérations. Donc là, je dois peut-être, pour la preuve que ça donne lieu en opérade, je dois citer Kapranov. Aussi. Et donc l'idée, c'est que si on a une opérade dans les champs, alors l'homologie de cette opérade, du champ, avec les applications induites en cohomologie par le récollement de courbes, ça donne une opérade dans vect C. D'accord? Donc on a bien une opérade dans les espaces vectoriels. Et donc finalement, l'idée de Kontsevich et Manil, c'est de formuler tous ces genres de compatibilité qu'on voit ici dans la proposition que la cohomologie de la variété X est bien une algèbre sur cette opérade. D'accord? Donc ici, on a traduit tous les aspects de la récurrence de Kontsevich en tant que des aspects combinatoires de l'algèbre, la définition de l'algèbre sur une opérade. Donc, juste rappeler que c'est quoi une algèbre sur une opérade, très vite. L'algèbre sur une opérade, donc si on a une opérade O, donc un opérade O, c'est juste une famille d'espaces, donc là, je parle opérade dans les espaces vectoriels, c'est une famille d'objets munis des opérations de récollement. Et une algèbre, c'est un objet A
muni des opérations comme ça. Pour chaque point dans n, on se donne un morphisme de A tensor n dans A. Donc, par exemple, l'opérade commutative, c'est l'opérade telle que ON, c'est toujours égal à un point pour tout n. Donc, on est en train de donner, pour chaque n, simplement une opération de AN dans A. Et les cohérences d'opérades disent que cette opération, ça correspond à dire que toutes les opérations qu'on pourrait avoir, en fait, sont les mêmes, ça veut dire qu'elle est commutative. Donc, si on prend en n l'espace engendré par les éléments de groupe symétrique, une base c'est de groupe symétrique, alors pour chaque élément de groupe symétrique, on va avoir ici une opération différente a priori, et donc ça veut dire qu'on a une algèbre associative. Donc l'opérade associative, c'est juste quelque chose qui est engendré par les éléments de groupe symétrique. Et là, on a quelque chose de plus général. Pour chaque classe de cohomologie dans l'espace des courbes stables, on se donne un produit, une façon de multiplier des classes de cohomologie de X. C'est quoi ce produit? C'est exactement donné par, si on prend de gamma 1, pardon, gamma n-1, gamma n-1, et une classe ici, on est en train de faire, on va appeler T, on est en train de faire T cap avec stab de... Ah, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça. Excusez-moi. Ça va être stab de I virtuel I virtuel G n bêta gamma 1 gamma n moins 1. T. Là, il faut T ici parce que ça dépend de T. Bon, il faut faire un petit peu attention ici, c'est pas exactement ça que je vais écrire. Mais bon, l'idée c'est ça, c'est qu'à chaque classe de cohomologie ici, on va avoir des morphismes de multiplication. Voilà. Et donc maintenant, j'essaie de vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait avec Etienne Mann. Donc, l'idée c'est que, d'abord, on a ces résultats que dit que de Kontsevich et de Manin qui traduit le phénomène de récurrence, de récursivité, pour les récollements de courbes ou pour les invariants de Gromov-Witten en termes d'algèbre sur une opérade. Et donc, un autre genre de phénomène a été montré par Guy Vantal dit, c'est que là, on se place sur la cohomologie de X, mais on a aussi des axiomes sur la catégorie de X. Donc, c'est-à-dire, on va aussi avoir des opérations qui vérifient certaines compatibilités avec le récollement de courbes de Kxn dans Mgn. Je rappelle que la catégorie de X, je pars ici de coupe de Grothendieck. Des complexes cohérents. Bornés. Voilà, donc d'un côté, on a des invariants de Gromov-Witten, une axiomatique sur la cohomologie. Après, on a aussi une variante de ça sur la catégorie. Et donc, remarque,
La remarque qu'on peut faire, c'est que d'abord, la cohomologie d'un objet géométrique on peut toujours l'avoir dedans de la cohomologie périodique de la catégorie dérivée voilà, X. Bon, là je vais dire parfait. D'accord? Donc la cohomologie, on peut la récupérer en utilisant la catégorie des complexes parfaits et aussi la catégorie. Par définition, la catégorie de X, c'est bien la catégorie de D parfait sur X. Et donc, la question, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les invariants de Gromov-Witten, soit de Guy Vontal en catégorie, soit de Kontsevich en cohomologie? Est-ce qu'on peut faire le lien entre les invariants de Gromov-Witten et les catégories dérivées de la variété? Donc, ça peut-être effacé ici. Donc, c'est une question, une hypothèse qui a été mise par Thomen et Manin. Est-ce qu'on peut récupérer les invariants de Gromov-Witten à partir de la catégorie dérivée? Sont déjà présents. Au niveau de la catégorie dérivée. Même avant de passer à la cohomologie et avant de passer en catégorie. Donc, je peux maintenant énoncer le premier théorème qu'on a montré avec Mann. Donc, le théorème dit que, effectivement, au niveau de la catégorie dérivée, on a un système d'invariants de Gromov-Witten. C'est-à-dire que si on prend X, une variété projective, X projective sur C, et si on se restreint à travailler, donc là, je vais dire quelques mots par rapport à ça, on va se restreindre à travailler avec des courbes de genre 0. Ça, ce n'est pas vraiment une difficulté géométrique, c'est plutôt une difficulté au niveau du formalisme. Je vais expliquer dans quelques minutes. Donc, alors, la catégorie dérivée admet une structure de DMGN algèbre. Donc là, comment on définit cet opéral? Donc on a un opéral au niveau des champs. Si on passe au niveau des catégories dérivées, on a tout un système de functeurs, de push-forward, qui permet de donner en sens à des opérations de récollement. Et donc l'idée, c'est que la catégorie dérivée des parfaits de X admet une structure de algèbre sur cet opéral via les opérations. Donc, c'est là qu'intervient la géométrie dérivée. C'est que ici, pour montrer que la cohomologie de X est bien une algèbre sur l'opéra de MGN,
on revient à la fin, il faut montrer que le système de classe virtuelle est compatible avec les récollements de courbes. La question, c'est que ici, si on se ramène à travailler avec la géométrie dérivée, tout ça revient complètement naturel. Et donc, l'idée, c'est qu'on va changer ici, on va travailler avec la version dérivée du champ. D'accord? Et on va travailler avec les versions dérivées d'application du morphisme d'évaluation et du morphisme de stabilisation. Et en fait, dans ces cas-là, les applications de la structure d'algèbre, elle est donnée par... donc il faut donner des morphismes là-dedans dans la catégorie dérivée. Et le morphisme est exactement donné par, donc on va appeler cet morphisme I souligné. C'est le functeur, c'est un infinifuncteur. Oui, c'est l'infini catégorie dérivée. Ça, c'est infini. Ça, c'est aussi les infinis. C'est aussi les parcelles. Donc, on a un infinifuncteur qu'on pourrait écrire en termes de Fourier au carré, par exemple. Et ici, l'infinifuncteur n, g, bêta, ou l'infinifuncteur n, g, bêta, est simplement donné par le poussé en avant et le tir en arrière. Et donc l'idée, c'est que si on travaille avec le formalisme de la géométrie dérivée, ici, on n'a pas besoin de tensoriser avec la classe virtuelle. Pourquoi? Parce que, avec le faisceau virtuel. Pourquoi? Parce que ça fait partie du functeur dérivé de tir en arrière. C'est au sens que si à la fin, on pense vraiment que le faisceau virtuel, c'est juste le faisceau structurel de ça, c'est déjà caché dans le tir en arrière. Donc, mais voilà, d'écrire les functeurs, c'est pas une difficulté, c'est juste un functeur, un infinifuncteur. Toute la question à montrer, c'est la partie qui est cachée dans la phrase structure de DM algèbre. Donc tout ça, ça revient à dire que tous ces functeurs-là, toute cette famille de functeurs, sont compatibles avec le récollement de courbes. Et pourquoi on est en difficulté ici? Bon, parce que tout ça, ce sont des infinies catégories, ça, c'est des infinis functeurs. Donc, il faut montrer, d'abord, construire tous les diagrammes de cohérence qui nous dit que le diagramme est bien compatible avec le récollement des courbes. Chaque fois qu'on dit quelque chose est compatible, il faut donner une homotopie, il faut donner une cohérence, et il faut trouver une façon de construire toute cette cohérence-là. Donc, avant de passer à la preuve, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Juste énoncer un corollaire. C'est que, comme on sait déjà que la catégorie est définie à partir de la catégorie dérivée, sans prendre la catégorie de théorème, on obtient, on récupère les invariants de Guy Vental et Lie. D'accord? Donc, j'espère à la fin être capable de vous expliquer un petit peu, parce que ce n'est pas immédiatement corollaire, parce que les invariants de Guy Vental et Lie sont définis en utilisant le faisceau virtuel donné par la théorie d'obstruction. Donc, il faut comparer les deux.
Donc, j'ai le temps, je vais essayer de vous expliquer comment on compare les deux. C'est juste en fait un argument de déformation normal. Mais bon, pour l'instant, on va voir comment construire ces genres de cohérence au niveau de la catégorie dérivée. Donc, on fait une petite pause et on revient dans quelques minutes.